Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler et faire un exposé sur le triomphe de Charlemagne, la troisième partie de la chanson de Roland. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que ma dernière vidéo vous a plu. Aujourd'hui, cette vidéo sera plus courte et nous parlerons davantage de Charlemagne et du retournement de situation. Pas de grammaire cette fois, tant mieux. Commençons directement. Je vous rappelle que dans la description, il y a tous les moments de la vidéo et vous pouvez vagabonder comme vous le souhaitez. Le triomphe de Charlemagne. Victoire sur Marcille. Arrivé sur le champ de bataille, Charles pleure ses barons, mais entreprend aussi la poursuite des païens. Par l'intermédiaire de son ange, celui qui a coutume de lui parler, il obtient que Dieu arrête le soleil, souvenir biblique, et refoule les païens vers l'Èbre, où tous périssent, sauf Marcille, dans une immense noyade. La nuit tombe alors et Charles, dormant tout armé, a deux songes prophétiques, où un lévrier vient le défendre contre 30 ours. Baligan au secours de Marcille. Marcille rentre à Saragosse, vaincu, la main droite tranchée, maudissant ses faux dieux. Mais Baligan vient à son secours, l'émir de Babylone, qui vécut plus que Virgile et qu'Homère. Marcille lui cède l'Espagne, et l'émir promet de le venger. Pour son point perdu, je lui livrerai la tête de l'empereur. Pendant ce temps, Charlemagne, victorieux, est retourné à Roncevaux pour honorer ses morts. La première partie va être Charlemagne à Roncevaux. Scène humaine, scène très émouvante dans sa simplicité. Dans son regard funèbre, Charles tire la leçon de cette mort. L'auteur a su placer dans la bouche du vieil empereur quelques mots poignants pour exprimer son sentiment de solitude et de faiblesse. La douleur lui inspire un souhait pathétique et sincère. Il ne peut survivre à tous ces chevaliers qui sont morts pour lui. À Roncevaux, Charles est parvenu. Sur les morts qu'il trouve, il commence à pleurer. Il dit aux Français: « Seigneur, allez au pas, car je dois moi-même aller devant, pour mon neveu que je voudrais trouver. J'étais à Aix, un jour de fête solennelle. Mes vaillants chevaliers se vantaient de grandes batailles, de rudes assauts et en rases campagnes. J'entendis Roland déclarer que, s'il mourait en royaume étranger, on le trouverait plus savant que ses hommes et ses pères, la tête tournée vers l'ennemi, il finirait en conquérant, en vrai baron. Plus loin qu'on ne peut lancer un bâton, en l'avant des autres, Charles est monté sur un tertre. En cherchant son neveu, l'empereur trouva dans le prétend d'herbe dont les fleurs sont vermeilles de sang et de nos barons. La pitié le prend, il ne peut s'empêcher de pleurer. Il est parvenu sous deux arbres, il reconnaît les coups de Roland sur trois rochers. Sur l'herbe verte, il voit son neveu gisant. Ce n'est pas merveille si Charles est plein de douleur. Il descend de cheval, il y va en courant. Il prend le comte entre ses bras et se pâme sur lui, tant il est plein d'angoisse. L'empereur revient de Pamoison. Le duc Nème et le comte Asselin, Geoffroy d'Anjou et son frère Thierry prennent le roi, le redressent sous un pin. Il le regarde à terre, voit son neveu gisant. Très doucement, il lui dit son regret. « Ami Roland, que Dieu ait pitié de toi. Jamais nul homme ne vit chevalier tel que toi pour engager et gagner de grandes batailles. Mon honneur tourne vers le déclin. Charles se pâme, il ne peut s'en défendre. » Voici une photo de Charlemagne. Le roi Charles revient de Pamoison. Par les mains le tiennent 4 de ses barons. Il regarde à terre, voit son neveu gisant. Il y a le corps intact, mais il a perdu sa couleur. Ses yeux sont virés et tout pleins de ténèbres. Charles le plaint parfois et par amour. « Ami Roland, que Dieu mette ton âme dans les fleurs, en paradis.
entre les glorieux. Tu es venu en Espagne sous un mauvais seigneur. Jamais il n'y aura de jour sans que je souffre à ta pensée. Comme vont tomber ma force et ma joie, je n'aurai plus personne qui soutienne mon honneur. Sous le ciel que je ne crois plus avoir un seul ami. J'ai des parents, mais aucun d'aussi preux. Il arrache ses cheveux à pleines mains. 100 000 Français en ont si grande douleur qu'il n'en est pas un seul qui n'en pleure amèrement. Ami Roland, je m'en irai en France. Quand je serai à Lyon, dans mon domaine, de plusieurs royaumes viendront les vassaux étrangers. Ils me demanderont: où est le comte capitaine? Je leur dirai qu'il est mort en Espagne. En grande douleur, je tiendrai désormais mon royaume. Je n'aurai plus de jours sans pleurer et gémir. Ami Roland, ô preux, belle jeunesse, quand je serai à Aix, en ma chapelle, mes hommes viendront, demanderont des nouvelles. Je les leur dirai, étranges et cruels. Il est mort, mon neveu, qui m'a fait tant de conquêtes. Contre moi se révolteront les Saxons et les Hongrois et les Bulgares, et tant de peuples ennemis, les Romains, ceux de Pouille, et tous ceux de Palerme, et ceux d'Afrique et ceux de Califerne. Alors commenceront mes peines, mes souffrances. Qui conduira mes armées avec cette énergie quand celui-là est mort? Qui toujours nous conduisait? Ah, France, comme tu restes déserte, j'ai si grand deuil que je ne voudrais plus être. Alors il tire sa barbe blanche. De ses deux mains, il arrache les cheveux de sa tête. 100 000 Français se pâment contre terre. Ami Roland, Dieu est de toi merci, que ton âme soit mise au paradis. Qui t'a tué a mis la France au désespoir. J'ai si grand deuil que je ne voudrais plus vivre. Toute ma maison qui, pour moi, est abattue. Dieu me donne le fils de Sainte Marie, avant que j'arrive au maître port de Cise, que mon âme soit aujourd'hui séparée de mon corps et placée entre les leurs, et que ma chair soit enterrée auprès d'eux. Ses yeux pleurent, il tire sa barbe blanche, et le duc Nème dit: Charles a une grande douleur. Déjà surgissent les avant-gardes des païens. La bataille s'annonce terrible. On sent que dans l'esprit du poète, ce choc est celui de deux mondes, de deux religions. Il énumère les peuples aux côtés de Charles. 100 000 Français qui ont, comme lui, leur barbe blanche étalée sur la poitrine. Baligan est son digne adversaire. Certains de ces guerriers sont effrayants, des géants couverts de soie de porc qui ont le cuir dur comme fer. Chaque côté invoque son dieu. Puis c'est une formidable mêlée, décrite par l'artiste avec un enthousiasme toujours renouvelé. Vers le soir, Charlemagne est aux prises avec l'émir. La partie serait égale entre les deux adversaires, si Dieu ne soutenait les siens. Cette lutte à mort est une sorte de jugement de Dieu. La victoire de Charlemagne montre de quel côté se trouve le droit. Mais cette victoire ne peut survenir sans intervention divine. Charles chancelle, bien près de tomber. Mais Dieu ne veut pas qu'il soit tué ni vaincu. Saint Gabriel est revenu vers lui et lui demande: Roi Magne, que fais-tu? Quand Charles entend la sainte voix de l'ange, il n'a plus peur, il ne craint pas de mourir. Il retrouve vigueur et connaissance. Il frappe l'émir de l'épée de France. Il lui brise le aume, où les gemmes flambent, lui fend la tête, d'où s'épand la cervelle, et tout le visage jusqu'à la barbe blanche. Il abat mort, sans recours. Les païens s'enfuient. Marsile en meurt de désespoir. Saragosse est prise et convertie de force au christianisme. La victoire de Charles est la vengeance de Roland en même temps que celle de Dieu. Ainsi sont liées étroitement les deux parties du poème. Charlemagne s'en revient en France, ramenant les corps de Roland, d'Olivier et de Turpin qui déposent à Blaye, en de blancs cercueils. Le voici de retour à Aix-la-Chapelle. La mort de la Belle Aude. Donc ça, c'était ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, excusez-moi. Marsile meurt. Charlemagne revient en France. Il est de retour à Aix-la-Chapelle. L'amour n'occupe guère de place dans les chansons de geste. Avant de mourir, Roland n'a pas eu une pensée pour sa fiancée.
Ce court récit évoque pourtant, avec des moyens fort différents, une passion aussi fatale, aussi totale que celle de Tristan et Iseux. Confère nos extraits. Ici, pas d'analyse compliquée, peu de pittoresque, mais quelle sobriété pathétique! Une question angoissée, une réponse brutale, une femme qui tombe morte et qui d'ailleurs ne voulait pas survivre. Dans ce poème où l'on meurt stoïquement pour l'honneur, on meurt aussi sans une plainte, par amour. L'empereur est revenu d'Espagne, il vient à Aix, le meilleur siège de France. Il monte au palais, il est entré dans la salle. Vers lui est venue Aude, une belle demoiselle. Elle dit au roi: Où est Roland le capitaine qui me jura de me prendre pour femme? Charles en a douleur et peine. Ses yeux pleurent, il tire sa barbe blanche. Sœur, chère amie, c'est un homme mort que tu t'enquiers. Je t'en donnerai un plus considérable en échange, c'est Louis. Je ne peux mieux te dire, c'est mon fils, et c'est lui qui tiendra mes marches. Aude répond: Cette parole m'est étrange, ne plaise à Dieu, ni à ses saints, ni à ses anges, qu'après Roland je demeure vivante. Elle perd sa couleur, tombe aux pieds de Charlemagne. Elle est morte. Dieu ait pitié de son âme. Les barons français en pleurent et la plaignent. Aude la belle est à sa fin allée. Le roi croit qu'elle s'est évanouie. Il a pitié d'elle, il pleure, l'empereur. Il la prend par les mains, il la relève. Sur ses épaules, elle a la tête penchée. Quand Charles voit qu'elle est morte, il mande aussitôt 4 comtesses. Elles la portent dans un moutier de nonnes. Toute la nuit, elle la veille jusqu'au jour. Au pied d'un autel, on l'enterre magnifiquement. Le roi lui a rendu de grands honneurs. L'empereur est revenu à Aix. Ganelon, le félon, dans des chaînes de fer, est dans la cité, devant le palais. Les serfs l'ont attaché à un poteau. Ils lui lient les mains avec des courroies en cuir de cerf. Ils le battent violemment à coups de bâton et de fouet. Il n'a pas mérité d'autres bienfaits. Un grand douleur, il attend là son jugement. La composition 1a. Cherchez dans cet épisode une péripétie qui en renouvelle l'intérêt. L'absence de transition entre les laisses 269 et 270 est allumée à l'adresse. Préciser l'intention de l'auteur. Intérêt psychologique. Comment se manifeste, dans les paroles et dans les faits, l'amour d'Aude pour Roland? Charlemagne comprend-il la force de cet amour? Expliquer sa maladresse. À quoi tient le pathétique dans ce bref récit? Relever dans la laisse 270 les précisions pittoresques. Sont-elles aussi nombreuses dans les laisses 268 et 269? Expliquer pourquoi. Ça, c'est un exercice littéraire que, bien évidemment, personne n'est forcé à faire. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire, c'est comme vous voulez. L'empereur convoque ses vassaux pour juger Ganelon, le traître, enchaîné et malmené par les serfs. Ganelon invoque un différend familial qui demeure assez vague. Il n'a pas voulu trahir l'empereur, mais se venger de Roland. 30 de ses paroles tiennent pour lui, et l'un de deux, Pinabel, provoque quiconque proposera la mort de Ganelon. Les barons se dérobent et invitent Charles à la clémence, mais Thierry d'Anjou relèvera le défi. Le châtiment de Ganelon. Ganelon est coupable envers Charlemagne. Thierry le prouve par une argumentation serrée et le soutient les armes à la main, selon la coutume médiévale du duel judiciaire. Ici encore, la victoire du droit n'est due qu'à un miracle. C'est vraiment le jugement de Dieu dont l'issue satisfait aux exigences morales des auditeurs. Quand Charles voit que tous lui ont failli, il baisse la tête et le visage. De douleur, il se sent bien malheureux. Mais devant lui, voici Thierry, un chevalier, frère de Geoffroy, duc angevin. Il avait le corps grêle, élancé, les cheveux noirs et le visage assez brun. Il n'est pas très grand, ni trop petit non plus. Courtoisement, il dit à l'empereur: Beau sire roi, ne vous désolez pas ainsi. Vous savez que je vous ai bien servi. Pour mes ancêtres, je dois relever ce défi.
quelque faute que Roland ait commise envers Ganelon. Il était à votre service, et cela suffisait à le protéger. Ganelon est félon en ce qu'il l'a trahi. C'est envers vous qu'il s'est parjuré et mal conduit. Voilà pourquoi je juge qu'on doit le pendre et le mettre à mort, comme un félon qui a fait une félonie. S'il a un parent qui veuille m'en donner le démenti de cette épée que j'ai ceinte ici, je suis prêt à soutenir mon jugement sur le champ. Les Francs répondent. Voilà qui est bien dit. Le jugement de Dieu décidera du sort de Ganelon. Puisqu'ils sont prêts à la bataille, ils sont bien confessés, absous et bénis. Ils entendent leur messe et communient. Ils envoient de grandes offrandes aux églises. Devant Charles, tous deux sont revenus. Ils ont chaussé leurs éperons, ils revêtent leurs aubers blancs, forts et légers, ils assurent leurs aumes clairs et leurs têtes, saignent leurs épées à la garde d'or pur, à leur cou, ils pendent leurs écus à quartier. En leurs poings droits, ils tiennent leurs épieux tranchants, puis montent sur leur destrier rapide. Alors pleurèrent 100 000 chevaliers, qui, en l'honneur de Roland, ont pitié de Thierry. Dieu sait bien quelle en sera la fin. Au-dessous d'Aix, il y a une large prairie. C'est là que les deux barons sont aux prises. Ils sont preux et de grande vaillance, et leurs chevaux sont rapides et prompts. Ils les éperonnent, lâchent toutes les rênes, et de toute leur force, ils se frappent l'un l'autre. Leurs écus se brisent en éclats, leurs aubers se déchirent, et leurs sangles sont en pièces. Les selles tournent et tombent à terre. 100 000 hommes pleurent qui les regardent. Les deux chevaliers sont à terre. Vivement, ils se redressent sur leurs pieds. Pinabel est fort, agile et léger. L'un cherche l'autre. Ils n'ont plus de destrier. De leurs épées à la garde d'or pur, ils frappent à coups redoublés sur leurs aumes d'acier. Les coups sont puissants à trancher les aumes. Les chevaliers français se lamentent fort. Ah Dieu, dit Charles, faites éclater le droit. Pinabel dit. Thierry, reconnais ta défaite, je serai ton vassal en tout amour, en toute foi, à ton plaisir. Je te donnerai mon avoir, mais réconcilie Ganelon avec le roi. Thierry répond. Je n'y songerais même pas. Je serais un félon si j'y consentais. Que Dieu montre aujourd'hui, entre nous deux, le droit. Thierry dit. Pinabel, tu es un brave baron. Tu es grand et fort, et ton corps est bien musclé. Tes pères te connaissent pour ta vaillance. Laisse donc cette bataille. Je te mettrai d'accord avec Charlemagne. Quant à Ganelon, on lui rendra une telle justice que jamais on ne cessera d'en parler. Pinabel dit. Au Seigneur Dieu ne plaise. Je voudrais soutenir toute ma parenté. Je ne me rendrai pour nul homme mortel. J'aime mieux mourir que d'encourir un tel reproche. De leurs épées, ils recommencent à frapper sur leurs aumes, qui sont gênés d'or. Contre le ciel volent les étincelles, toutes claires. Il n'est plus possible de les séparer. Sans hommes morts, le combat ne peut se terminer. Pinabel de Sorens est très preux. Il frappe Thierry sur le aume de Provence. Le feu jaillit et enflamme l'herbe. De son épée d'acier, il lui présente la pointe. En plein front, il lui la fait descendre jusqu'au milieu du visage. Il en a la joue droite toute sanglante, et le haubert dans le dos et sur la poitrine. Dieu le protège, il n'est pas renversé mort. Thierry voit qu'il est frappé au visage, le sang tout clair coule sur l'herbe du pré. Il frappe Pinabel sur son aume d'acier bruni. Jusqu'au nasal, il le lui fend et lui fait jaillir la cervelle de la tête. Il redouble son coup et l'abat mort. À ce coup, la bataille est gagnée. Les Français s'écrient. Dieu a fait un miracle! Il est tout à fait juste que Ganelon soit pendu, et ses parents qu'ils ont répandu pour lui. En conséquence, Ganelon est écartelé. Il meurt comme un misérable félon. Quant à ses parents, ils sont toujours pendus. Quiconque trahit se perd et les autres avec lui, conclut le poète. Ainsi finit la chanson de Roland. Mais l'aventure de Roncevaux n'est qu'un épisode de la légende de Charlemagne, l'éternel croisé. L'ange Gabriel lui apparaît en songe et lui ordonne d'aller le secourir. Le roi Vivien, dans sa cité d'Inf, que les païens assiègent. Dieu, que de peine dans ma vie, gémit le vieil empereur.
Merci beaucoup d'avoir assisté à cette séquence. Donc, le Moyen Âge, nous allons faire une grande pause pour l'instant. Nous y reviendrons sûrement dans plusieurs mois, voire en 2026. La prochaine séquence que je m'apprête à vous faire lire, il s'agit de Rabelais. Nous avons déjà commencé bien avant, mais je préfère la refaire en entier. Je ferai tout, Gargantua, Pantagruel, tiers, quart et cinquième livre. Merci beaucoup d'avoir lu cette séquence. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée.